Peut-être mieux connu pour son agriculture, sa foire d'État et ses hivers extrêmement froids, l'Iowa est niché entre les rivières Missouri et Mississippi. C'est l'un des États les plus fascinants des États-Unis pour les passionnés de faits divers, car il sert de décor à des dizaines d'affaires non résolues vieilles de plusieurs décennies. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer deux affaires sordides de l'Iowa qui restent encore non résolues. Cody James et Gary Harker. Un jour, en décembre 1979, Cody James et Gary Harker, deux hommes de 30 ans qui étaient amis depuis le lycée, peignaient dans l'atelier de menuiserie de James dans l'Illinois. Plus tard dans la journée, ils sont montés dans le pick-up Chevrolet noir de 1965 de Cody pour livrer un compresseur d'air à Rock Island dans l'Illinois. Dans une interview ultérieure, le propriétaire de la cour de service où le compresseur a été déposé a affirmé qu'il ne l'avait pas acheté, mais que celui qui l'avait apporté l'avait emporté. Ensuite, les deux hommes prévoyaient de se rendre à Davenport, dans l'Iowa, pour récupérer leur paiement de $500 pour la tâche. Cependant, ni Cody ni Gary ne se sont présentés pour récupérer leur paiement. En fait, ils ne sont jamais rentrés chez eux et n'ont plus jamais été revus. Quelques mois plus tard, le 22 février 1980, le pick-up Chevrolet de Cody a été retrouvé garé dans le pâté de maison des 600 de la rue Iowa à Davenport. La benne du camion était remplie d'herbe, de bancs, de neige et d'autres débris et le véhicule a été signalé comme abandonné par la police. Le 3 mars, le Chevrolet a été remorqué jusqu'à la fourrière Road and Wrecker Services à Davenport. Il devait y rester au moins 40 jours avant que la police ne le mette aux enchères. Une lettre adressée à Cody, le propriétaire enregistré de la voiture, a été envoyée, mais elle a été retournée sans réponse. Quelques mois plus tard, le 24 avril, deux frères nommés James et Richard Spurley passaient devant le parc de vente aux enchères lorsqu'ils ont aperçu le camion Chevrolet noir. De retour à la ferme paternelle dans le comté de Muscatine, ils avaient un camion similaire à réparer et pensaient que le Chevrolet servirait de pièces détachées. Ils ont acheté le pick-up pour $140 et l'ont conduit à la ferme. Quelques heures plus tard, le frère aîné, James, a remarqué une odeur nauséabonde provenant du camion. Il a remarqué toute la boue et les débris qui se trouvaient encore dans la benne, alors il a décidé de conduire le véhicule dans un champ pour le nettoyer. James a commencé à pelleter les déchets lorsqu'il a remarqué une botte qui dépassait de la benne du camion. Il a essayé de tirer la botte hors du tas, mais il s'est rendu compte, horrifié, qu'elle était attachée à un corps. En regardant de plus près, il a vu une autre paire de bottes à côté de la première. Affolé, il est retourné en courant à la maison pour appeler les autorités. Les victimes dans le camion ont été identifiées comme étant deux hommes portés disparus âgés de 30 ans, Gary Harker et Cody James. La police de Davenport a estimé que les corps étaient dans le camion depuis environ 60 jours. Cependant, la précision de cette estimation reste incertaine. Si Gary et Cody étaient rapportés disparus depuis décembre mais morts seulement depuis 2 mois quand on les a retrouvés en avril, alors cela laisse une période assez longue pendant laquelle les deux hommes auraient pu être en vie mais n'avaient ni parlé ni vu leur famille. Les autorités se sont peut-être trompées dans leur estimation. Peut-être que l'hiver froid a ralenti le rythme de décomposition. Il a été déterminé que Cody et Gary avaient tous les deux été frappés à la tête avec un coin normalement utilisé pour couper des arbres. 1 mois plus tard, les autorités ont annoncé qu'elles recherchaient 3 personnes qu'elles pensaient impliquées dans le double homicide. Ils ont également déclaré qu'ils pensaient que l'incident était lié à la drogue et était possiblement en rapport avec la vente d'amphétamines. La police a parlé avec la femme de Gary, Mary, qui vivait toujours dans la maison qu'elle partageait avec lui à Rock Island. Elle avait signalé la disparition de son mari le jour de Noël. Elle a déclaré aux autorités qu'elle savait que les deux hommes organisaient des transactions de drogue pour d'autres, mais a précisé que son mari n'y était pas directement impliqué. Elle avait clairement dit qu'elle ne voulait pas qu'il fasse du trafic à cause des risques. Les voisins de Gary ont affirmé que le trentenaire faisait du trafic depuis son atelier de sculpture sur bois, mais Mary a nié cela.
Il est également devenu évident pour les forces de l'ordre qui ont parlé avec des témoins que la benne du camion de Cody avait été vidée le matin de leur disparition, ce qui suggère que tous les débris retrouvés plus tard avaient été placés là intentionnellement pour dissimuler les corps. Les progrès dans l'affaire ont avancé lentement à partir de là. Ce n'est que des décennies plus tard, en décembre 2004, lors du 25e anniversaire de leur disparition, qu'il y a enfin eu une avancée dans l'affaire. Les détectives ont annoncé qu'ils allaient réexaminer les meurtres avec un regard neuf. Cela faisait suite à la découverte de nouveaux éléments de preuve. Un ami des deux hommes s'était manifesté plus tôt dans l'année et avait remis aux enquêteurs une pellicule qui lui avait été confiée par Gary et Cody peu de temps avant leur mort. Apparemment, les deux hommes savaient qu'ils avaient des ennemis. Alors, ils ont laissé la pellicule à un ami et lui ont dit, je cite, « Si jamais il nous arrive quelque chose, développe la pellicule. » Après avoir développé les images, la police en est venue à croire que les photos montraient leurs suspects. On pensait que les photos avaient été prises près de Bolinas, un petit village côtier à plus de 18 miles au nord de San Francisco. Gary et Cody venaient apparemment souvent ici pour se procurer de la drogue et les autorités pensaient que les hommes vivaient ici. Les images des hommes non identifiés ont été publiées dans les journaux locaux dans l'espoir que quelqu'un les reconnaisse et prévienne les autorités. Ils espéraient qu'avec le temps, moins de personnes auraient peur des répercussions en se manifestant. Cependant, personne ne s'est jamais manifesté pour révéler l'identité des hommes. Peu de preuves médico-légales ont été trouvées sur les lieux. Un échantillon de sol a été prélevé sur le camion et analysé en 2004 afin de déterminer s'il provenait du site présumé du meurtre. La police n'a cependant pas révélé la zone précise dont il s'agissait. De plus, une empreinte digitale a été trouvée sur une preuve à l'intérieur du camion. Il semble probable que l'empreinte provienne de l'un des auteurs. Il a également été mentionné dans plusieurs articles de presse que la police savait où les hommes étaient allés après avoir déposé le compresseur d'air. Mais encore une fois, ils n'ont pas rendu cette information publique. Il a été rapporté que beaucoup de personnes avec qui Gary et Cody traînaient étaient liées à la drogue. La police pensait qu'un fournisseur de drogue était impliqué et que plusieurs personnes étaient responsables des meurtres. Ils sont arrivés à cette conclusion parce qu'ils ont appris que le duo était connu pour se défendre et qu'ils n'étaient, je cite, « pas des mauviettes », ce qui suggère qu'il aurait été difficile pour une seule personne de s'en prendre aux deux. L'enquête sur les meurtres de Gary Harker et Cody James s'est étendue sur 5 États et plusieurs décennies, mais la police n'a toujours pas identifié de suspect. Si vous avez des informations concernant cette affaire, vous pouvez contacter la police de Davenport au 56326. 9. Marianne Green. Née le 17 janvier 1928, Mary Ann Amber a grandi dans le comté de Maaska, dans l'Iowa, dans une maison qu'elle partageait avec ses parents, Jenny et Claude, ainsi que ses 7 frères et sœurs. Son père travaillait comme contremaître dans une mine de charbon locale. Adulte dans la trentaine, Marie, qui travaillait comme comptable, a épousé Herman Ver, un homme d'affaires qui possédait et dirigeait une entreprise de rétrocaveuse extrêmement prospère dans la ville d'Oskaloosa. Le couple est resté marié pendant 25 ans jusqu'à ce que Herman décède d'une crise cardiaque à l'âge de 59 ans le 6 juin 1987. À ce moment-là, Marie, âgée de 59 ans, était déjà à la retraite. La grande fortune de son mari lui permettrait de vivre confortablement pour le reste de sa vie. Et elle vivait modestement dans une maison mobile au parc Spring Creek Mobile Park d'Oscar-Oskaloosa sur la route 23 Sud. Marie et Herman n'avaient pas eu d'enfants ensemble, mais ils avaient élevé son neveu Jackie comme leur propre fils, et Herman avait 5 fils issus de son premier mariage. Le 27 septembre 1987, l'un de ses fils a trouvé Marie morte, effondrée sur le sol dans la chambre de sa maison. Elle avait été poignardée une fois dans la poitrine. La femme de 59 ans s'était battue férocement, comme en témoignent les blessures à ses doigts qui avaient presque été tranchés. Et avant de mourir, Marie avait rampé jusqu'au miroir de son armoire et écrit la lettre N avec son propre sang. Lorsque les policiers du comté de Maaska sont arrivés sur les lieux, ils n'ont pas immédiatement écarté l'hypothèse d'un vol comme mobile.
L'unique coup de couteau était clairement délibéré, mais pas frénétique, comme s'il avait été porté sous l'effet de la colère. Le shérif Joe Bile a dirigé ses agents lors de l'enquête, accompagné par la division des enquêtes criminelles de l'Iowa. Mary et Herman formaient un couple populaire dans la région, et avec le départ d'Herman, la veuve de 59 ans était restée appréciée par les habitants de son quartier. Elle était amicale avec les habitants et avait une grande famille élargie, tous choqués par ce crime violent. Personne dans la vie de Mary ne savait qui aurait pu vouloir la tuer, et personne ne savait ce qu'elle avait voulu écrire sur le miroir, ni ce que signifiait ce « N » tout seul. La police a cependant rapidement appris combien valait Mary, ce qui les a amenés à approfondir cette piste. Les amis et la famille estimaient que la fortune de la veuve valait près d'1 million de dollars, et ils n'avaient pas tort. L'avocat d'Oskaloosa, Hughes McCoy, a informé la police que la succession valait 750 000. Après sa mort, l'argent devait être réparti équitablement entre les enfants d'Herbert et Jackie, ce qui signifiait que les enfants avaient droit à environ 120 000 dollars chacun. À la suite de cette découverte, les enquêteurs ont porté leur attention sur ceux qui bénéficieraient de la disparition de Mary. Le shérif Bill n'a pas tardé à dire aux médias qu'il pensait que le meurtre de la veuve était motivé par la cupidité et l'argent. La police a émis l'hypothèse que l'un des beaux-fils de Mary ne voulait pas attendre sa part et a cherché à se débarrasser de la femme de 59 ans afin de recevoir son héritage le plus rapidement possible. Malheureusement, très peu de preuves ont été découvertes au cours de l'enquête. L'élément principal retrouvé était un couteau qui a été décrit comme inhabituel et qui a été découvert dans le parc de maisons mobiles. Il a ensuite été maquillé en couteau Remington avec une lame de 11 cm et demi et on pense qu'il s'agissait de l'arme du crime. Malgré cela, les enquêteurs ont poursuivi leurs investigations et finalement, le 20 novembre, des accusations de meurtre au premier degré ont été portées contre 2 hommes. L'un des fils d'Herman, Richard Lee Green, âgé de 29 ans, et un de ses amis, David Kelly Yount, âgé de 23 ans, qui vivait en Californie. Les deux se seraient rencontrés durant le séjour de Green là-bas. Lorsqu'il a appris que les autorités le recherchaient, Green s'est rendu de lui-même au bureau du shérif du comté de Maaska. Il y a été maintenu en détention avec une caution fixée à 500 000 dollars. Yance a été détenu et inculpé à la prison du comté de Ventura, en Floride, en échange d'une caution de 500 000 dollars. Plus tard ce mois-là, Yance a été transféré en Iowa et les 2 hommes ont été incarcérés à la prison du comté de Maaska. La police a émis l'hypothèse que Green avait engagé Yance pour tuer sa belle-mère afin de pouvoir accéder à son héritage. Les 2 hommes ont plaidé non coupables, et comme l'accusation de meurtre reposait sur une conspiration entre eux, Green et Yance ont été jugés ensemble. Lors du premier procès, en juillet 1988, l'accusation a présenté plusieurs éléments de preuve intéressants, bien que pas tout à fait accablants. Un homme correspondant à la description de Yance s'est enregistré dans un motel d'Oskaloosa le jour du meurtre. De plus, il a utilisé un faux nom qui aurait également été utilisé par Green. Les relevés téléphoniques indiquent que Yance a souvent parlé avec un membre de la famille Green. 5 appels téléphoniques ont été recensés entre les deux, entre la fin août et le début septembre. Non seulement cela, mais les relevés ont montré qu'une personne de la famille Green a viré de l'argent à Yance la veille du crime. Enfin, Richard Green était connu pour posséder un couteau similaire au Remington retrouvé dans le parc de maisons mobiles. Lors du procès, la belle-sœur de Mary a témoigné que la femme de 59 ans avait été prise à partie par l'un de ses beaux-fils le jour où Herman est décédé. Le beau-fils était contrarié à propos du testament et craignait que Mary ne l'en exclue. Bien qu'il ne soit pas clair de quel beau-fils il s'agissait, la belle-sœur a noté que Mary n'avait pas vu Richard Green depuis 2 ans avant la mort de son père. Le beau-fils qui a confronté Mary est possiblement Stéphane, qui, selon un autre article de presse, a exigé que Mary lui donne 50 000 dollars après le décès d'Herman. Plusieurs autres témoins se sont manifestés lors de ce premier procès. Un homme a déclaré au tribunal qu'une semaine avant le meurtre, il avait surpris Yance en train de parler du fait qu'il allait être payé beaucoup d'argent pour faire un voyage dans l'Iowa, bien qu'il n'ait pas précisé combien. Le témoin a précisé qu'il n'avait jamais entendu Green et Yance discuter du meurtre et Yance lui avait dit directement qu'il n'était pas impliqué dans la mort de Mary.
Pendant ce temps, un voisin a témoigné que Mary lui avait dit qu'elle avait des problèmes avec l'un de ses beaux-fils, mais encore une fois, elle n'a pas précisé lequel. Elle lui a dit qu'elle allait changer ses serrures à cause des ennuis qu'elle avait. Il est important de noter ici qu'il n'y avait aucun signe d'effraction et que la serrure n'avait pas été forcée lorsque Mary a été retrouvée chez elle. Green et Yance ont reçu 2 avocats commis d'office et ont également été défendus par un troisième nommé Alfredo Parrish. Les avocats ont soutenu qu'aucune preuve matérielle de la scène de crime ne plaçait physiquement l'un ou l'autre des 2 accusés sur les lieux et que Yance avait été engagé par Green pour livrer de la marijuana depuis la Californie et non pour un quelconque complot de meurtre contre rémunération. De plus, il n'y avait aucune trace de sang sur les vêtements de Yance ni dans sa voiture. Les avocats de la défense ont affirmé qu'après avoir infligé une telle blessure, il aurait été peu probable que le meurtrier ait pu éviter d'avoir du sang sur ses vêtements ou d'en laisser dans son véhicule. Il a également été avancé que, puisque Mary serait décédée vers 13h, le 27 septembre, il n'y avait aucun moyen que Yant ait pu faire le trajet jusqu'à Ventura dans le laps de temps disponible. Il était rentré chez lui en Californie à 18h. Le lendemain, alors que le trajet entre Oskaloosa et Ventura dure environ 26 heures, le premier procès s'est terminé par un jury sans verdict, mais cela n'a pas empêché les procureurs de poursuivre l'affaire. Green et Yance ont été jugés une seconde fois dans le comté de Polk en octobre 1988, presque un an après la mort de Mary. Les 2 hommes étaient représentés par les mêmes avocats. Au procès, le père de Yant a déclaré au tribunal que son fils était un garçon sociable qui s'entendait avec tout le monde. Après un procès de 14 jours, le jury a délibéré pendant plusieurs jours. Ils ont finalement informé le juge qu'ils étaient dans l'impasse et il les a renvoyés. Le 3e et dernier procès a eu lieu en janvier 1989. Comme la plupart des jurés du second procès étaient pour la condamnation, le procureur général de l'Iowa, Tim Miller, a ordonné un 3e procès. Cette fois, les 3 avocats de la défense de Green et Yant ont demandé à être retirés de l'affaire. L'un d'eux, James Blomgren, a déclaré aux médias que défendre le duo était devenu un fardeau économique qui leur prenait trop de temps au détriment de leurs autres clients. Il a dit qu'un homme accusé de meurtre au 1er degré ne devrait pas avoir un avocat qui se préoccupe du reste de sa clientèle. Cependant, le juge n'était pas d'accord et les 3 avocats sont restés sur l'affaire. Le procès a eu lieu cette fois dans le comté de Washington. Malgré tous les efforts du procureur, le 22 mars 1989, Green et Yance ont été déclarés non coupables. Après son acquittement, Richard Green a déménagé en Californie. Il a reçu sa part de l'héritage de son père, mais a dû en utiliser la majeure partie pour rembourser l'État de l'Iowa des frais de sa défense. Après ce verdict, l'affaire de Mary s'est brusquement arrêtée. Elle reste toujours non résolue. On n'a jamais découvert ce que la femme de 59 ans comptait écrire sur le miroir peu avant sa mort et aucun autre suspect n'a jamais été inculpé en lien avec cette affaire. Mary a été enterrée au cimetière Forest à Oskaloosa aux côtés de son mari, et voilà les faits. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon pour seulement 2 $ par mois. Merci de nous avoir regardés. Restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.